Instructions. Étape. Opérande 1, F7, opérande 2, F5. C'est la troisième vidéo du chapitre 10. Vidéo Crystal Clear Electronics. Les compétences en programmation abordées ici seront essentielles dans les parties suivantes, donc nous devons y prêter beaucoup d'attention. Nous continuons notre introduction aux bases, y compris les instructions du langage de programmation C avec Szabolcs-Paliere. Bonjour. Nous avons déjà appris beaucoup d'instructions dans les vidéos précédentes. Pensez simplement à quand nous avons créé une variable qui était aussi une sorte d'instruction, ou aux termes et expressions que nous avons examinés. Pour clore les diffusions, Le point-virgule sert à terminer les instructions, mais s'il est seul, il indique une instruction vide. Regardons maintenant d'autres éléments. Plusieurs instructions peuvent être placées dans un bloc d'instructions, qui est délimité par des accolades. Ce bloc d'instructions va donc essentiellement signifier une instruction complexe et ressemble à ceci. Regardons un exemple spécifique dans lequel nous créons trois variables et les initialisons ensuite. Les variables sont étiquetées A, B, C. A reçoit une valeur de 2, B reçoit une valeur de 3, et C est le résultat de la multiplication des deux variables précédentes. Nous pouvons ajouter des commentaires à notre code qui aident à le comprendre. Il y a deux façons de marquer les commentaires. Après le double signe de barre oblique inversée, tout ce que nous écrivons sur la même ligne sera un commentaire, tandis que le texte écrit entre barre oblique étoile et étoile barre oblique peut s'étendre sur plusieurs lignes, et cela sera un commentaire. Les commentaires ne sont pas inclus dans le code machine, ils nous fournissent seulement des informations. Le compilateur les ignore simplement pendant le processus de compilation. d'après ce que j'ai appris jusqu'à présent, D'après ce que nous savons jusqu'à présent, les instructions sont exécutées les unes après les autres dans l'ordre, ce qu'on appelle l'exécution séquentielle. Mais que se passe-t-il si nous exécutons une ou plusieurs instructions seulement de temps en temps? Les branches conditionnelles, offrent une solution à cela. Plusieurs de ces instructions sont disponibles, nous allons les examiner maintenant. Le premier type est la branche if. Elle est utilisée si vous voulez conditionner l'exécution d'une instruction ou d'un bloc d'instructions à une condition. La syntaxe ressemble à ceci. Cela signifie que l'instruction ne sera exécutée que si la condition dans l'argument de l'instruction if est remplie. Sinon, tout ce bloc ne sera pas exécuté. Voici un exemple en C. La valeur stockée dans la variable nombre est inférieure à 3, donc l'instruction dans notre branche sera exécutée, et nous ajouterons 5 à notre variable nombre. Sa valeur sera de 7 à la fin de la branche. Par exemple, si la valeur de notre variable nombre avait été 4 au départ, alors notre condition n'aurait pas été remplie, et nous aurions sauté la branche et n'aurions pas augmenté la variable de 5. Ceux qui sont compétents en mathématiques ont certainement remarqué qu'une des lignes est mathématiquement incorrecte, parce qu'il est difficile de définir que quelque chose est égal à quelque chose, plus 5. Cependant, ce n'est pas une opération mathématique, mais l'initialisation. Dans l'initialisation, la variable à gauche du signe égal indique où la valeur après l'opération sera. Et à droite, nous voyons la même variable, mais nous devons ajouter 5. Donc, nous obtenons une initialisation. La structure if-else est essentiellement la suite du type de branche précédent. En plus de la branche if, il y a maintenant une autre branche appelée else. Nous pouvons voir la structure générale ici. De même, si la condition dans l'instruction if est remplie, les instructions de la branche if seront exécutées. Sinon, l'autre branche jouera un rôle, la branche else. Le bloc d'instructions sera exécuté. L'exemple suivant, écrit en C, montre une extension du précédent. La valeur de notre variable nombre est maintenant fixée à 6. Donc, lorsque nous examinons notre condition, nous obtenons faux, car 6 est supérieur à 3. Par conséquent, l'instruction dans la branche else sera exécutée. Nous allons soustraire 2 de notre variable nombre et à la fin nous aurons 6 moins 2, c'est-à-dire 4 dans notre variable nombre après notre branche.
Nous pourrions avoir besoin de plus de branches parce que, par exemple, nous devrons faire quelque chose en fonction de la valeur de la variable. La structure switch case peut être utilisée pour cela. La syntaxe générale est la suivante. Dans l'opération, nous entrerons dans une branche de cas correspondant à la valeur entière placée dans le switch. Il est important que les branches de cas individuelles ne soient pas suivies d'accolades. Vous pouvez également spécifier une branche par défaut que vous pouvez utiliser si la valeur passée au switch ne correspond à aucune valeur dans les cas. L'utilisation de la branche par défaut n'est pas obligatoire. Regardons l'exemple suivant en C pour comprendre le fonctionnement de la structure switch. Et là, commentaire. Nous pouvons également naviguer à travers les commentaires. Donc nous pouvons voir ce qui se passe lorsque la variable nommée jump prend différentes valeurs. Dans l'instruction switch, la variable jump est rouge, ce qui signifie que nous allons entrer dans la branche correspondant à la valeur de jump. Dans ce cas, nous sautons à la case 2 car la valeur de la variable jump est 2. Dans cette branche, nous ajoutons 2 à notre variable nombre, donc sa valeur change pour devenir 2. Ensuite, nous passons aux prochaines branches. Dans le cas 3, nous multiplions notre variable nombre par 3. Donc à la fin du switch, la valeur de notre variable nombre sera 6. Déjà, donc en gros, la branche case 1 a été ignorée dans notre exemple. Il est un peu difficile de voir que non seulement la branche case 2 s'exécute, mais aussi toutes les autres qui viennent après. Réfléchissons-y. Cela entraînerait une logique complexe et un code obscur pour de nombreuses branches. En général, voulons juste qu'une seule branche soit exécutée. Vous pouvez faire avec le mot-clé break. Lorsque nous atteignons cette soi-disant instruction de branchement, notre branchement est interrompu et nous sortons de l'instruction switch. Ce mot-clé peut bien sûr également être utilisé pour les structures décrites ci-dessus et plus tard, bien qu'il faille noter que son utilisation entraînera un code moins compréhensible. Regardons l'exemple précédent, mais avec l'instruction break connue et la branche par défaut. De la même manière qu'auparavant, nous allons passer à la branche case 2 et augmenter notre variable nombre de 2. Ensuite, en raison de l'instruction break, nous sortons de la structure switch, donc les branches suivantes ne seront pas exécutées. Comparé à l'exemple précédent, si vous sélectionnez 4 comme valeur initiale de la variable jump, alors nous passons à la branche par défaut où la valeur de notre variable nombre est réinitialisée. C'est génial. Donc maintenant, notre code peut réagir différemment selon les valeurs et les conditions. Cependant, que puis-je faire si je veux programmer une tâche répétitive? Ou, disons que je veux exécuter une certaine partie de mon code plusieurs fois. Les boucles ont été créées pour cette tâche spécifique, ce qui nous donne plusieurs implémentations. Le premier que nous examinons est la boucle while. La syntaxe est la suivante. Nous mettons la condition de la boucle while entre parenthèses et l'instruction entre accolades. Notre boucle exécutera les instructions qu'elle contient de manière répétée tant que la condition dans la partie while est remplie. Regardons un exemple simple implémenté en C. Tout d'abord, créons un entier appelé x, avec une valeur initiale de 0. La boucle while commence par la condition de test. Si celle-ci est évaluée à vrai, alors le bloc d'instruction est exécuté. La valeur de départ de x est 0. La valeur initiale de x est 0, donc 0 est inférieur à 2. C'est vrai, nous entrons dans le bloc d'instruction. Ici, valeur de x est augmentée de 1, donc x devient 1. Lorsque l'exécution du bloc d'instruction est terminée, nous revenons pour tester la condition de la boucle while. Rappelez-vous, nous avons appris que notre boucle s'exécute de manière répétée, tant que la condition reste vraie. Maintenant, 1 inférieur à 2 est toujours vrai, donc nous réintégrons le bloc d'instruction augmentant x, donc sa valeur est maintenant 2. Nous revenons ensuite à la condition de test de la boucle while. La valeur de x est donc 2, donc l'expression 2 inférieure à 2 devient fausse, et notre programme passe à côté de la boucle while. Nous avons pu voir dans cet exemple simple que les instructions à l'intérieur de la boucle while
ont été exécutées 2 fois de suite. La boucle for est une boucle compteur qui ne diffère pas en fonction de la boucle while. Elles peuvent être converties l'une en l'autre. Et elles peuvent toutes les deux être responsables. La syntaxe de la structure for s'écrit comme ceci. Lors de l'initialisation, nous donnons une valeur initiale à une variable, et nous l'utiliserons comme compteur pour notre boucle. Cette variable peut être créée à ce stade et n'a pas besoin d'exister avant ce point. Au milieu se trouve la condition, ce qui signifie la même chose qu'auparavant. Si elle est évaluée à vrai, nous entrons dans la boucle de manière répétée. La troisième partie est l'incrément. Ici, nous mettons en œuvre l'itération du compteur de boucle. Regardons le simple exemple suivant pour illustrer ce qui a été décrit. Pour les besoins de cet exemple, nous allons créer un tableau appelé X avec 10 éléments. Ensuite, commençons la boucle for. Nous créons d'abord le compteur entre les parenthèses de l'instruction for, que nous appelons I, qui est un nom courant pour les compteurs de boucle. Sa valeur initiale est fixée à 0. Puis nous spécifions la condition. Maintenant, notre condition est que I soit inférieur à 10, c'est-à-dire que notre boucle sera exécutée tant que I est inférieur à 10. Le dernier membre des parenthèses décrit comment faire avancer notre compteur. Ce I plus signifie qu'à la fin de chaque boucle, la valeur de notre compteur est augmentée de 1. Regardons cela étape par étape. Après l'initialisation, I est 0, ce qui remplit la condition, donc nous donnons une valeur pour le premier élément, qui est à l'index 0, dans le tableau X. Cette valeur est I multiplié par 7. Dans ce cas, 0 multiplié par 7 égale 0. À la fin du bloc d'instruction de la boucle for, après avoir exécuté toutes les instructions, mais avant que la condition de la prochaine boucle ne soit vérifiée, nous allons augmenter notre compteur de 1. C'est ce qu'on appelle I++. Nous réévaluons ensuite notre condition, mais avec la valeur de I égale à 1. C'est toujours moins que 10, donc notre boucle for sera exécutée à nouveau, et ensuite le compteur augmentera. Donc sa valeur sera 2, la valeur du deuxième élément, numéro d'index, du tableau X a été changé en 1 multiplié par 7. Dans le prochain test de condition, 2 est inférieur à 10 sera évalué. Donc, la valeur de X à 2 sera 14. Cela ira jusqu'à X de 9, qui est 9 multiplié par 7. Alors, il sera 10 et ne rentrera plus dans la boucle for. Avec cette boucle, nous produisons les multiples de 7 de 0 à 63 dans le tableau X. Nous avons déjà appris l'instruction de saut, c'était la pause. Maintenant, nous devrions apprendre à connaître une autre instruction de saut très importante, qui est le retour. Avec le retour, vous pouvez quitter un programme ou une fonction avec la valeur de retour de la fonction. En conséquence, cela peut se suffire à lui-même ou être utilisé en conjonction avec une expression de retour. Cela explique comment nous pouvons créer des boucles. Cependant, pour les boucles for et while une condition d'exécution doit être spécifiée. Que se passe-t-il si nous trompons sur cette condition? Deux choses peuvent se produire. En cas de mauvaise définition, la condition ne peut pas être évaluée, et dans ce cas, l'instruction dans la boucle ne sera jamais exécutée. L'autre cas pourrait être que vous oubliez d'incrémenter la variable, auquel cas vous restez toujours dans la boucle, c'est-à-dire, vous vous retrouvez dans une boucle infinie. Dans ce cas, la seule façon d'arrêter le programme est de redémarrer le processeur. Cela semble assez dangereux, mais ça devrait l'être. Ça semble dangereux, donc ça vaut la peine d'y prêter attention. Je me demande aussi si je veux créer une tâche plus complexe et qu'il y a une partie du programme que je veux exécuter de nombreuses fois. Puis-je faire cela en copiant simplement cette partie dans le code plusieurs fois ou y a-t-il une meilleure façon de faire? Il y a évidemment une solution. C'est pour ça que les fonctions ont été inventées. Comme nous l'avons mentionné, les fonctions auparavant avec le saut, la commande, le retour, c'est pour ça que nous allons les utiliser. C'est de ça dont nous allons parler. Les fonctions en programmation ont une signification similaire à celle des mathématiques. Elles décrivent une sorte de relation. Les fonctions peuvent également être appelées sous-programmes ou méthodes. En général, nous assignons une série d'instructions à des fonctions que nous utilisons plusieurs fois dans notre programme, rendant notre code plus transparent et efficace. Toutes les fonctions ont un nom que nous pouvons utiliser pour y accéder. Le type de retour est placé avant le nom de la fonction, qui est le type de variable que la fonction renvoie. De plus,
Les fonctions ont une liste de paramètres à travers laquelle nous pouvons passer des variables d'entrée. Dans le corps de la fonction, il y a les instructions placées, et chaque fonction se termine par l'instruction de retour qui renvoie la sortie de la fonction. Regardons un exemple simple. L'exemple implémente une fonction pour additionner deux nombres qui a deux paramètres d'entrée. Ce sont deux nombres entiers qui sont additionnés dans le corps de la fonction. Le résultat est stocké dans une variable, puis notre fonction se termine par l'instruction de retour qui renvoie la somme calculée, c'est-à-dire la sortie de notre fonction. Il peut aussi arriver qu'il n'y ait pas de paramètre d'entrée ou pas de valeur de retour. Le type void est utilisé pour indiquer cela. Le mot-clé void signifie. Jusqu'à présent, nous avons été introduits aux bases du langage C, aux types de variables, aux opérations, aux branches, aux boucles et aux fonctions. Chabolx, ce serait très utile si nous pouvions tester ces choses en pratique. En effet, cela se produira dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Au revoir.